Ok, je lance Azerty. Internet? Ah bah je sais pas ce que ça veut dire. C'est comme un énorme Minitel. Internet, c'est le nettoyage. Notre Zoom est consacré ce soir à un voyage orbital qui porte le nom d'Internet. Je suis sûr que vous avez déjà rencontré des frustrations lors de l'utilisation d'un site web. A l'inverse, vous aussi vous vous sentez addict à certaines applications ? Est-ce que le simple fait de scroller sur quelques publications récentes vous empêcherait presque de lâcher votre téléphone ? Eh bien, il y a une discipline qui peut expliquer ces différentes réactions. C'est l'UX Design ou Design d'expérience utilisateur. Pour ce premier numéro de cette nouvelle formule d'Azerty, avec Guglielmo, nous avons choisi d'inviter une personne qui a fait de la conception d'expérience numérique son métier. J'ai nommé Guillaume Geneste. Guillaume Geneste est UX designer et concepteur d'interface pour le studio User Tales. Et au micro d'Azerty, il nous parle de son métier, de ses méthodes de travail et de l'expérience utilisateur des grandes plateformes numériques. Pour commencer, on a voulu reprendre les bases avec Guillaume. Alors, on lui a demandé de nous expliquer un peu ce qui se cache derrière la notion d'UX design en prenant pour appui son métier. On va dire que, donc comme tu l'as dit, moi je me définis comme UX UI designer, c'est-à-dire que UX, donc User Experience, expérience utilisateur, donc je me définis comme un designer, un concepteur qui va avoir à cœur de définir, de construire l'expérience des usagers principalement sur Internet. Donc moi, ma spécialité, c'est des interfaces numériques, d'où le côté UI, User Interface, mais c'est vrai que l'UX Design peut aujourd'hui s'appliquer à plein d'autres domaines. Donc voilà, en gros, mon travail, c'est de concevoir des expériences utilisateurs agréables, en tout cas efficientes et qui sert aux gens dans leur quotidien pour justement réaliser tout un tas de tâches à travers les interfaces numériques. Il faut sortir cette nomination du UX design de la pure sphère du numérique, puisque finalement, ça tient à quoi de faire de l'UX dans son métier, peu importe le métier en fait. Ça tient au fait de mettre en place une méthodologie pour venir prendre de l'information auprès des utilisateurs finaux, auprès des usagers finaux. Donc ça peut être en fait dans tout un tas de domaines particuliers. Ces dernières années, on a vu, pour prendre un exemple rébarbatif au possible, par exemple, des fiches de paie se simplifier, être plus lisibles. Pourquoi ? Parce qu'à un moment donné, les gens se sont posé la question de se demander si les gens comprenaient bien ce qu'ils recevaient. Et la réponse était non, en fait. C'était un charabia très technique, en fait, très métier. Et l'UX design, peut-être, est cette brique qui a pour rôle, justement, de décomplexifier certains univers professionnels pour faire le pont entre cette complexité et les usagers finaux. Et il y a des gens notamment qui se regroupent autour du terme de designer éthique qui justement, eux, ont cette volonté de décomplexifier via l'UX design et via le design de manière générale toutes ces notions-là dans la vie de tous les jours pour tout un tas de sujets, pour que tout à chacun en fait on puisse être plus maître aussi de ce qu'on nous met dans les mains en tant qu'utilisateur finaux, parce que c'est aussi ça le but final du truc, c'est qu'on l'utilise mieux mais que aussi on en soit plus maître, quoi. À mes yeux, ce que Guillaume nous dit est très particulier. Il y a de l'informatique dans le UX, d'accord, mais il y a aussi de la psychologie, de la sociologie. Certainement pas des disciplines que nous avons l'habitude d'associer à l'informatique. Nous lui demandons alors quelle est l'origine de l'UX. L'UX design vient des sciences cognitives, de la psychologie, de l'ergonomie, puisque à l'origine le terme d'UX a été inventé par quelqu'un qui travaillait chez Apple dans les années 70 et qui justement lui était un spécialiste des sciences cognitives à l'époque où Apple se posait très certainement des questions de comment mieux vendre ses produits, comment les faire les plus simples et les plus utilisables possibles. Ce terme d'UX a vraiment explosé dans l'univers du numérique, dans les agences web, il y a à peu près une dizaine d'années, on va dire, avec l'arrivée justement de profils plus experts et aussi
par l'arrivée de personnes qui étaient là depuis longtemps et qui se sont battues pendant des années pour justement faire reconnaître cet aspect de s'intéresser aux utilisateurs finaux que sont les ergonomes, qui est un métier qui existe depuis longtemps. L'ergonomie, ça touche tout un tas de sujets, dont les interfaces numériques. Et c'est vraiment ces métiers-là qui ont apporté leur expertise à un univers qui était effectivement très technique, très technologique à la base, avec des développeurs principalement, quoi. Ce que nous apprend là Guillaume Geneste, c'est que les sciences cognitives sont une composante essentielle du travail de l'expérience utilisateur. Pour moi, ça pose la question de la méthode. Est-ce que l'UX design emprunte des méthodes de travail aux sciences cognitives ? Quels sont les moyens qu'on peut mettre en place pour comprendre l'utilisateur ? L'UX design est aujourd'hui quelque chose qui peut être un petit peu galvaudé par le fait que justement on a une multiplicité des méthodes pour aller questionner les utilisateurs, puisque finalement, si on résume un peu tout ce qu'on dit depuis le début, l'UX design revient à, en cours de la création d'une interface web ou d'un produit physique, d'aller à la rencontre des gens qui vont utiliser cette création pour leur demander est-ce que ça vous plaît ou pas. Bon bah ça aujourd'hui il y a plein de méthodes qui permettent de le faire, direct ou indirect, mais ce qu'il est important de noter c'est que ces méthodes elles doivent être scientifiquement exactes, c'est-à-dire qu'il y a justement une méthodologie pour mener à bien ces entretiens et on fait appel pour avoir des résultats de qualité, des résultats qui sont compréhensibles à des gens qui sont notamment par exemple ergonomes, psychologues du travail, UX researchers, dont le métier va être de mettre en place un protocole expérimental, puisqu'en fait on est vraiment dans cet univers-là, avec des choses normées qui s'adaptent, enfin qui seront communes à tous les utilisateurs et utilisatrices qui vont justement passer cet entretien, ce test d'usage, etc., tout un tas de méthodologies, et qui ensuite vont pouvoir donner des résultats qui vont être normés et qu'on va pouvoir étudier. Là où aujourd'hui il peut y avoir aussi beaucoup de gens qui vont faire les choses un petit peu au doigt mouillé entre guillemets et qui vont en tirer on va dire des conclusions qui peuvent être biaisées par rapport à son vécu personnel ou à même ce qu'on a envie d'apprendre des utilisateurs et des utilisatrices, quoi. Et la manière dont il nous parle de son métier, les utilisateurs, nous, semble quelque part passive, soumis aux recherches de l'UX dont nous sommes les sujets d'étude. Mais il me semble étrange que ce soit la seule façon de se poser au sujet, de façon un peu verticale, disons. Voyons avec Guillaume s'il y a dans ces domaines des possibilités de co-construction, par exemple. Un exemple très concret, j'avais été missionné sur un projet d'un réseau social d'entreprise. Cette entreprise, c'était une entreprise où il y avait énormément de profils divers, puisque c'était une entreprise en gros qui transportait des matériaux. Donc on avait des gens dans des bureaux face à des ordinateurs, on avait des gens dans des entrepôts, on avait des gens dans des camions. Et le réseau social de cette entreprise avait pour volonté de faire en sorte que toutes ces personnes communiquent entre elles déjà, et qu'elles partagent leurs idées au quotidien pour améliorer la manière de vivre leur quotidien, mais ça pouvait être des choses très très techniques, par exemple comment stocker des choses dans des entrepôts de manière plus effective et tout ça, quoi. Et ça marchait pas, personne n'allait dessus et les gens qui avaient créé cette interface étaient très déçus de ça. Ça faisait des années qu'ils le portaient à bout de bras en interne et ils étaient fatigués, quoi. Et donc ils nous ont missionnés pour justement qu'on vienne et qu'on mette en place toute une méthodologie de prise d'informations auprès des utilisateurs pour qu'on construise justement la nouvelle version en fait de cette interface. Et donc c'est passé par tout un tas d'ateliers avec ces gens autour d'une table. Il y avait une méthodologie, il y avait un cadre et on récoltait leurs ressentis, on récoltait leurs idées, on a vraiment fait de la co-conception avec ces personnes. Malheureusement, je ne sais pas le bout de cette histoire parce que la mission s'arrêtait dans le fait de livrer justement à l'entreprise une bible dans laquelle on récoltait toutes ces informations-là, on leur donnait nos propres diagnostics, on leur faisait quelques propositions d'arrangement de l'existant et comment on pouvait justement améliorer tout ça. Donc il y avait beaucoup de pistes de réflexion, mais en tout cas la manière de travailler sur ce projet, ça a été ça effectivement, ça a été de co-construire avec plein de personnes très éclectiques dans leur connaissance du web, dans leurs usages au quotidien, parce qu'on passait vraiment de personnes qui étaient presque pas équipés dans les camions, qui avaient un téléphone, mais qui était souvent leur téléphone à eux, donc ils n'avaient pas l'application de l'entreprise dessus, à des gens qui passaient leur journée devant un ordinateur parce qu'ils faisaient de la com, etc., quoi. Et il s'est passé des choses dans ces réunions, dans ces moments de travail de co-conception qui étaient hyper intéressantes, où pour la première fois, ces gens se parlaient et parlaient de comment ils vivaient leur entreprise, quoi. Et ça, ces moments-là, c'est des moments qui sont géniaux et qui montrent un peu, je pense, la voie à suivre dans la co-conception et dans la création d'une bonne expérience utilisateur, quoi. Ok pour les méthodes, elles sont diverses, peuvent dépendre du projet,
Mais quand Guillaume nous parle de respect d'un certain cadre scientifique, je me dis qu'il y a forcément des freins à l'interprétation de ces résultats. Alors, comment confronter les résultats de recherche menés sur les utilisateurs aux objectifs économiques et aux recommandations marketing ? On va dire que sur le papier, c'est un combat un peu de tous les jours parce que effectivement, il peut y avoir bien souvent des objectifs de rentabilité, des objectifs de rapidité, des objectifs d'achat sur un site par exemple, qui vont amener à inscrire dans le projet des pratiques qui peuvent être, on va dire, connotées négativement par les utilisateurs, mais aussi de manière générale par les concepteurs qui, du coup, connaissent aussi le fait qu'il y ait des bonnes pratiques et des mauvaises pratiques. On parle notamment de dark pattern pour ces mauvaises pratiques, qui visent justement à un peu manipuler les utilisateurs ou les utilisatrices pour accélérer leur comportement qui est bien souvent un comportement de consommation. Donc je pense que ces dernières années, c'était assez vrai de dire qu'il y avait justement un combat entre ces deux entités. Le marketing qui était là depuis longtemps, on va dire, avec ses propres méthodes d'analyse aussi, et puis ses propres manières d'échanger avec les futurs consommateurs des projets et des produits développés. Et donc ceux qui étaient plutôt en charge d'être pour le bien-être des utilisateurs et des utilisatrices, j'ai envie de dire. Aujourd'hui, c'est de moins en moins vrai, dans le sens où justement les deux entités se sont pas mal mélangées, notamment avec l'avènement des startups, où on est clairement là dans des produits qui sont très marketés, mais qui ne pourraient pas marcher s'ils n'étaient pas adressés à des cibles en particulier, puisque souvent la startup va être justement sur un produit de niche qui va s'adresser à des usages en particulier. Donc je pense qu'elles ont fait la paix aujourd'hui. Malgré tout, parfois c'est pour le meilleur et pour le pire, quoi. Donc ça reste quand même des pratiques, ça reste quand même un petit débat de morale, je pense, et de valeurs personnelles, de se dire où est-ce qu'on met le curseur entre le fait de apporter un usage qui est pertinent et qui est, on va dire, dénué de toute notion financière à une personne, et à quel point on va essayer de lui faire en sorte qu'elle consomme plus un peu tous les jours, quoi. En consommer un peu tous les jours. Oui, c'est là qu'on touche un gros problème. Guillaume nous parle de dark pattern, des interfaces utilisateurs qui ont été conçues pour nous inciter à faire certaines choses, comme souscrire à des assurances hors de prix ou à des abonnements récurrents. De plus, les écrans à eux-mêmes modifient déjà les cycles de la dopamine, l'hormone de plaisir, de la satisfaction et donc de l'attention. Mais il me semble qu'il y ait plus que des abonnements frauduleux et des effets des écrans lumineux. Si on prend l'exemple des réseaux sociaux, il y a quelque chose dans la façon dont ils ont fait qui nous donne envie de continuer à les utiliser en permanence. Pour faire défiler Instagram, pour lire toutes les conversations sur Twitter. S'agit-il de manipulation ? S'agit-il de rétention des utilisateurs ? Nous essayons de creuser cette question avec Guillaume. Effectivement, oui, ça, on va pas mentir à nos auditeurs et auditrices. C'est effectivement tout cela est très bien conçu, peut-être même un petit peu trop bien conçu, et à force de chercher comment mieux s'adapter aux usages de des utilisateurs et des utilisatrices, il y a forcément des gens qui se sont rendus compte, en tout cas qui ont tiré la conclusion que tout ça se passait dans notre cerveau, et que la manière dont justement on vivait nos expériences au quotidien se faisait à travers le prisme de nos expériences, de nos biais, et de la manière dont notre cerveau était récompensé dans notre usage au quotidien, des choses que d'autres encore justement ont aussi mis en place pour par exemple citer les casinos ou ce genre de choses, les jeux, ou de manière un peu plus bon enfant, oui, le jeu est justement un exemple de construction qui est là pour donner du plaisir à ceux qui le pratiquent et le récompenser, et donc il y a toutes ces mécaniques qui sont effectivement arrivées et qui sont aussi comprises dans ce qu'on appelle l'UX design, et qui aujourd'hui peuvent être manipulés par des gens qui sont là pour en effet faire en sorte que les gens consomment de plus en plus. Alors ça se voit beaucoup dans l'univers du jeu vidéo, où on a ces dernières années vu beaucoup de mécaniques justement très liées aux jeux de hasard, très liées à l'adoption et voire la rétention justement des utilisateurs sur certaines mécaniques qui les amenaient à dépenser de petites sommes d'argent petit à petit, tout ça. Donc ça, c'est des choses qui depuis ont été légiférées, et c'est normal que la société justement se
prennent en charge la compréhension de ce genre de nouveaux usages et disent ce qui est ok ou pas de faire. Et après, il faut aussi dédramatiser dans le sens où certes tout ça est de plus en plus lié à l'analyse de notre cerveau, de notre comportement, de comment on vit au quotidien les choses, mais en tout cas j'espère qu'elle est aussi traitée par tout un tas de gens qui le font non pas pour nous manipuler à des fins négatives on va dire, mais en tout cas nous apporter quelque chose de plus intéressant. Les réseaux sociaux ont aussi ouvert la porte à plein de savoirs, d'échanges qu'il aurait été compliqué de faire autrement. Donc c'est compliqué, c'est une question qui est complexe dans la finalité, tu vois, de se demander si c'est négatif ou pas finalement. Mais en tout cas, une chose est sûre, oui, on est quelque part manipulé, et oui, les gens qui sont derrière nos réseaux sociaux favoris nous connaissent très bien et connaissent très bien le fonctionnement de notre cerveau. Ouais. Et les choses sont peut-être aussi plus nuancées que positivement ou négativement. Et ça me fait rebondir sur une question qui m'est assez personnelle, parce que c'était un petit peu l'objet de mon mémoire. C'était, est-ce que d'après toi, ce que tu viens de dire, c'est pour ça que les réseaux sociaux, entre eux, ils ont tendance à se ressembler? Est-ce que c'est pour ça qu'on a trouvé l'adoption des stories partout? Aujourd'hui, c'est tout le monde propose sa version de TikTok. Est-ce que demain, ce sera autre chose? Est-ce que d'après toi, c'est dans cet objectif de rétention de l'utilisateur? Il y a l'idée première de chaque réseau social qui les différencie, qui les ont toujours différenciés. Bon, peut-être mis à part Facebook, on va dire, qui était un petit peu le premier à proposer plein de choses un peu différentes. Mais sinon, quand on analyse un peu les choses, on voit que chaque réseau social part d'une idée forte, très simple. Poster une image, écrire un très court texte, poster une très courte vidéo. Vine le faisait bien avant TikTok. Après cette couche-là qui différencie les différents réseaux sociaux, on a effectivement la concurrence et le fait qu'aujourd'hui, il y en a qui prennent le pas sur d'autres. Aujourd'hui, on est dans quand même une certaine forme d'hégémonie de la part de TikTok et des formats vidéo courts. Format vidéo court qui est peut-être ce qui se fait de mieux en termes de justement rétention et récompense d'usage, puisque c'est très visuel. Donc on est tout de suite capté par ces petites capsules très rapides, avec très animées, très dynamiques. Et on passe d'une capsule à l'autre, d'une vidéo à l'autre. Et du coup, clairement, je pense que les statistiques et le développement de ces plateformes ont montré que c'était des features, des fonctionnalités qui étaient intéressantes à développer, et maintenant chacune essaye à sa manière de le faire, plus logique on va dire, comme Instagram, au plus étonnante comme LinkedIn, ou même Spotify qui fait son récapitulatif annuel sous forme de story. Donc il y a des formats comme ça qui se sont un petit peu imposés, mais au final je pense que c'est plutôt une question de concurrence que les choses se ressemblent, plus que d'uniformisation des usages. Enfin, en tout cas, forcément que du coup, le fait que les gens apprécient une fonctionnalité font qu'elle va se retrouver sur d'autres réseaux sociaux, parce qu'il faut rester compétitif, il faut rester attractif auprès de son audience, quoi. Donc la concurrence crée l'influence. Mais si on va plus loin dans cette logique, si on part du principe que telle fonctionnalité ou élément de design participe à la réussite économique d'une plateforme, est-ce qu'on peut supposer que pour un concepteur d'interface, il est difficile de ne pas se faire influencer par les géants du marché ? Ça a un impact majeur, clairement, surtout quand il y a l'explosion d'une plateforme ultra populaire. Dans l'univers de l'interface web, il y a eu un site qui a complètement explosé ces 10 dernières années, et qui a complètement infusé dans tout ce que les gens voulaient, à la fois dans les agences et à la fois chez les clients, c'est Airbnb, quoi. Dans les usages et tout le monde voulait le Airbnb 2, parce qu'ils avaient vraiment réussi à faire quelque chose qui, à l'usage, a réussi à convaincre vachement de gens en fait, et vachement de personnes, on va dire, du grand public. Donc nos clients en particulier avaient cette bonne expérience justement d'usage et venaient avec cet exemple à l'agence, même si le sujet ne s'y prêtait pas du tout, quoi, parce que un domaine complètement différent, ou parce que voilà, quoi. Alors après il y avait des choses qui étaient intéressantes à prendre chez Airbnb, mais ce qui était tout l'intérêt d'Airbnb, et qui était en fait un point technique, et ça c'était très compliqué à expliquer, c'est qu'en fait Airbnb a toujours eu un moteur de recherche qui était très pertinent et très bien fait. Et ça, c'est un des trucs qui est le plus compliqué à faire dans le développement d'un produit numérique, d'avoir un bon moteur de recherche. On a l'impression que c'est assez accessoire comme ça quand on est en tant qu'usager, mais c'est vrai que ça peut vite devenir quelque chose de très frustrant à utiliser si c'est pas assez bien fait. Donc oui, il y a cet exemple-là. Netflix aussi a vachement influencé la manière de gérer ces espèces de pages d'accueil comme ça, avec des mises en avant de sujets, et puis ensuite des catégories, avec des
des choses très visuelles, très simples mais très visuelles. Ça a été vachement aussi un impact. Donc il y a eu pas mal de sites comme ça qui ont clairement fait évoluer la manière dont les gens exprimaient leurs besoins dans l'univers des interfaces web. Et qui ont donc pu à certains moments influencer ton travail. Enfin, j'imagine que si demain on te demande de, je sais pas, concevoir un site e-commerce, tu devrais déjà avoir en tête quelques codes établis. En tant que concepteur, de toute façon, il faut toujours faire le grand écart ou en tout cas le compromis entre quelque chose qu'on aurait envie de faire de manière très différente ou même juste quelque chose qui serait un petit peu issu de notre cerveau, mais donc issu de tout ce qu'on aura pré-mâché dans les mois, les années avant, qui est notre vécu, notre expérience, tout ça, mais qui s'inspire pas vraiment de manière très claire de quelque chose, quoi. Et justement, la référence à un usage qui est reconnu parce que, justement, il est reconnu et donc il est apprécié, on sait qu'il sera adopté. Et donc c'est vrai qu'en tant que concepteur on fait un petit peu selon le cas de figure évidemment, mais on fait un peu cet écart entre justement quelque chose qui doit parler aux gens parce que on a envie que ça soit adopté, que ça soit utilisé, et quelque chose qui va être un peu plus original, on va dire. Ok, ouais, quelque part il faut pas réinventer la roue. Il faut essayer de pas réinventer la roue. Après, c'est un travail qui se fait aussi beaucoup, et je tiens à le préciser là, avec les métiers du développement, donc les développeurs back-end et front-end qui se reconnaîtront, parce que tout ça, c'est des choix aussi techniques. Et en tant que designer d'interface, on se doit aussi de travailler en bonne intelligence avec les gens qui vont fabriquer nos designs, quoi. C'est comme si on imaginait un mobilier sur un matériau qui était ultra rare et qui, du coup, demain, allait être compliqué à réaliser. Il faut aussi qu'on soit dans une faisabilité, et ça aussi c'est des enjeux pour une agence en termes de coût, quoi. Ok, donc dans la conception d'interface il y a des paradigmes, des exemples réussis, et en fait nous retrouvons les mêmes caractéristiques dans des différents réseaux sociaux. On pourrait alors penser que, pour créer une alternative à Twitter par exemple, il suffit de faire les mêmes choix ergonomiques. Mastodon est un exemple, un réseau social décentralisé et sans propriétaire qui se présente comme une alternative à l'oiseau bleu dans les domaines de microblogging. Alors pourquoi les alternatives, comme dans ces cas Mastodon, ont-elles du mal à avoir autant de succès? Bien sûr, le sujet est vaste. Mais existe-t-il des éléments du UX qui nous aident à comprendre pourquoi nous préférons Twitter à Mastodon? Alors, la duplication d'usage, on va dire, dans un univers autre que les grands mastodontes de l'industrie, ça existe. C'est ce qu'on appelle l'univers du logiciel libre. Il y a beaucoup de gens qui évoluent du coup sur ordinateur, sur des configurations qui ressemblent à Windows, par exemple, mais qui sont sur des choses qui sont paramétrables et qui sont donc ce qu'on appelle le logiciel libre. Et ce qui revient en permanence par rapport à ça, et ce qui est aussi le cas de Mastodon par rapport à Twitter par exemple, c'est que certes l'usage final est le même, c'est-à-dire par exemple pour Mastodonte, écrire de courts messages dans un flux dans lequel on a d'autres personnes, mais la réalité en fait de l'usage n'est pas du tout la même, c'est-à-dire que là où sur Twitter on est sur un seul écosystème technique où tout le monde est rassemblé dans la même plateforme quelque part, Mastodonte fait le choix d'avoir plusieurs sous-entités qu'il est un peu compliqué de faire cohabiter entre elles, ou en tout cas dont il est un peu compliqué de comprendre l'usage, ou en tout cas le retour, la flopée de retours qu'on a pu voir ces dernières semaines sur l'usage de Mastodonte fait quand même écho à une complexité de compréhension de la manière de paramétrer les choses. Et je crois que c'est là que se situe la différence majeure. C'est certes l'usage est le même, le but final est le même, la promesse est du coup la même, donc ce qui fait que les gens peuvent être intéressés pour y aller. Mais par contre, il y a le mur technique qui fait qu'une bonne expérience utilisateur, elle doit aussi être là pour simplifier justement des étapes de paramétrage, de compréhension technique, comme je le disais tout à l'heure, faire ce pont entre quelque chose de très complexe et quelque chose de l'usage final, quoi. Donc voilà. Dans tout ce que Guillaume nous dit, il y a un problème pour moi. Nous ne voyons pas tous ces mécanismes lorsque nous surfons sur Internet. Ce n'est pas nécessairement une mauvaise chose, mais nous devrions au moins en être conscients, non? Oui, je pense qu'il y a deux choses, c'est que le terme continue encore un peu de pas être toujours très bien compris. Je prends pour exemple ma compagne qui, elle, est UX researcheuse, et à chaque fois, c'est compliqué pour elle d'expliquer son travail parce que ça a l'air à la fois très abstrait et en même temps associé à d'autres univers professionnels comme la psychologie qui sont pas dont on n'imagine pas qu'ils peuvent avoir une place dans
dans le monde du numérique, on va dire. En tout cas, je ne sais pas si ça va être de plus en plus démocratisé en termes de compréhension, mais ça devrait l'être. Il va falloir et il faut que on soit de plus en plus formé, tout à chacun, à ces notions-là, au fait de comprendre comment sont fabriquées ces interfaces numériques, comment elles interagissent avec nous, comment notre usage a justement forme et déforme la manière dont les professionnels aussi répondent à travers des interfaces numériques, parce que ça va pas s'arrêter comme ça et il va falloir qu'on puisse être effectivement en mesure d'appréhender correctement tous les outils numériques qui seront à notre disposition demain. Moi, je trouve que ce serait hyper intéressant qu'à l'école, dès le collège, on puisse avoir effectivement un enseignement aux pratiques numériques, par exemple. Ça serait hyper formateur et hyper éclairant, je pense, sur plein de choses, surtout aujourd'hui quand on voit que, même si on n'est plus tout à fait dans le sujet, mais je trouve que c'est quand même un peu une conséquence de ça, le harcèlement en ligne et les pratiques toxiques se font de plus en plus jour au sein des communautés et au sein des gens qui sont très très actifs sur justement les réseaux sociaux ou les plateformes de vidéos en direct. Donc oui, je pense qu'il faut que ça soit en tout cas de plus en plus compréhensible. C'est aussi à tout à chacun d'essayer de, je pense, s'intéresser au sujet. C'est un petit peu comme quand on va faire réparer sa voiture. Si on n'y connaît rien, il est probable que si on est face à quelqu'un qui soit potentiellement pas toujours très honnête, on nous rajoute un peu quelques trucs à la facture, alors que si on a quelques peut-être notions de mécanique, on va réussir à avoir un dialogue avec le professionnel et à être un peu plus en compréhension des choses. Donc c'est aussi une question de responsabilisation personnelle, mais en tout cas il faut, je pense, effectivement, ouais. Personnellement, j'ai déjà participé à des ateliers d'hygiène numérique où des experts expliquent le fonctionnement d'Internet, la gestion des données personnelles, la sensibilisation à la fraude et même les logiciels libres. Mais j'avais jamais pensé qu'il était possible et autant important de faire de l'éducation sous les interfaces elles-mêmes. Il y a deux volets qui sont hyper importants, je trouve, aujourd'hui par rapport à ça. C'est d'un côté tout ce que tu viens d'évoquer sur la culturation du grand public et des usagers au numérique aujourd'hui. Et de l'autre côté, sur les concepteurs, le fait de continuer et de plus en plus reconnaître le fait que le numérique s'adresse à tous et à toutes, y compris aux profils en situation de handicap. Parce qu'aujourd'hui, l'accessibilité, même si elle est légiférée, est encore quelque chose qui est trop souvent ignoré par les concepteurs d'expérience. Et quand on parle d'expérience utilisateur, en fait, évidemment qu'il faut aussi penser aux personnes en situation de handicap. Et l'éco-conception qui devient aussi un enjeu majeur. On sait qu'un site mal conçu ou pas éco-conçu est très gourmand en ressources, parfois pour des raisons pas pertinentes. Et demain, si on veut continuer à avoir du numérique pertinent dans notre vie, il va falloir qu'il soit éco-conçu parce que en fait, sinon il n'y aura plus de numérique puisqu'on sera je sais pas où, mais bon, ça sera pas notre préoccupation majeure, dirons-nous. Donc, je pense qu'il y a ces deux trucs-là qui sont assez importants à avoir en tête dans les années à venir, à mon avis. Un grand merci à Guillaume Geneste pour avoir répondu à nos questions. UX designer pour le studio User Tales, Guillaume est aussi podcaster et vous pourrez retrouver un lien dans la description de cet épisode vers Micro-ondes cérébrales, le podcast qui décrypte les biais cognitifs dans le numérique. On vous rappelle que cet épisode ainsi que la précédente saison d'Azerty est disponible sur toutes les plateformes de podcast et si ça vous a plu ou pas, n'hésitez pas à nous laisser un avis. On vous dit à bientôt pour continuer à comprendre ensemble notre monde numérique. J'aime bien venir ici, parce que le Wi-Fi va super vite. Y a pas beaucoup d'endroits comme ça qui offrent une connexion fibre avec une vitesse gigabit.